Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La décrispation du climat politique avant l'ouverture des discussions est-elle en marche? Nous allons en débattre dans cette émission. En conférence de presse hier le jeudi, des émissaires du gouvernement ont annoncé qu'ils ne devraient en principe pas avoir de préalable avant le dialogue. Et puis ensuite, l'option de référendum est toujours aussi d'actualité. Le HCRON de son côté annonce pour mardi le début des indemnisations symboliques de quelques victimes des violences politiques au Togo. Enfin, produit périmé, le gouvernement lance une alerte à propos de la circulation sur nos marchés d'une catégorie de lait pour enfants contaminée à la salmonelle et impropre à la consommation. Quel est l'état des lieux en cette fin d'année? Nos invités, Spero Maoulé, le président de CACIT, collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, Dieudonné Korolakina, directeur de publication de Togo Matin, Idefos Akbaki, directeur de la Gazette du Golfe, Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, et puis Massavi Carmel, lui il est journaliste d'investigation, responsable Afrique ou MDG, France Observatoire des médias pour la démocratie et la bonne gouvernance. Lui sera en ligne avec nous depuis Paris. Les spécialistes sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Pyramide FM, encore quelques pas ensemble et on sera au sommet. Spero Maoulé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir pour nous. Idefos Akbaki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, nous avons également avec nous Dieudonné Korolakina. Dieudonné, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir à tout le monde. Voilà, le quatrième en principe, Ibrahim Acha, nous l'espérons vivement, il va nous rejoindre. C'est vrai qu'il y a une menace de pluie, mais je sais qu'il va se débrouiller pour arriver. Et puis Mars certainement sera en ligne avec nous tout au long de cette émission pour aussi parler de l'actualité. Avant de la voir, Spero, la journée internationale des droits de l'homme, c'est le 10 décembre. Quelle est la situation au Togo? Je crois que avant de parler de la situation au Togo, ce serait bien d'annoncer qu'aujourd'hui, déjà en prélude à cette journée du dimanche, il y a les prisonniers, les détenus de la prison civile de Lomé qui ont fait leur activité annuelle. J'en parle tout simplement parce que au cours de cette activité qui leur a permis de dresser une liste de revendications, une liste de doléances au gouvernement, ils ont quand même relevé que malgré qu'ils soient des prisonniers, il n'en demeure pas moins qu'ils soient des êtres humains et qu'ils ils ont droit au respect des autres, ils ont droit à leur dignité, ils ont droit quand même à des traitements corrects, notamment sur le plan de la santé. Je tenais à le souligner parce que malheureusement, nous pensons que quand les gens sont en prison, ils n'ont plus aucun droit et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont leurs droits. On ne veut pas les mettre dans des conditions extraordinaires, mais leur dignité doit être quand même respectée. En dehors de ça, quand nous parlerons, si nous voudrions parler maintenant de la situation des droits de l'homme au Togo, je pense que nous avions déjà eu l'occasion de relever que les droits de l'homme au Togo ont fait du recul. Notamment depuis le 19 août, date à laquelle les manifestations publiques ont commencé et nous avons assisté à beaucoup de déni de droits humains et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un recul, mais nous espérons que maintenant qu'on tend vers un dialogue, que les choses iraient mieux, mais il faut déplorer le fait qu'il y ait cette instabilité dans le respect des droits de l'homme. Un droit acquis doit demeurer acquis et on ne doit plus retourner dans des situations où les libertés fondamentales, les droits intangibles seront encore retouchés. Là, et d'Infos Akbaki, quand on parle des droits de l'homme, c'est une question assez importante. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il reste encore un travail à faire pour qu'au Togo on soit totalement en phase avec les autres? Ceux qui sont chargés de faire le travail, le suivi, vous les écoutez, vous avez encore en face de vous monsieur Spero qui vient de parler. Moi je ne fais pas le suivi comme ça se fait au niveau du CACIT, ça se fait également au niveau des autres organisations de défense des droits de l'homme. Tout ce que je peux relever ou faire remarquer, c'est que depuis le 19 août, comme il a dit, il y a eu un recul par rapport au respect des droits de l'homme au Togo. Il y a des
des images des images atroces qui me sont restées à la mémoire, surtout quand on m'a fait ramener de Mango, de Sokoré, de Bafilo, de Paratao, certaines vidéos où des compatriotes ont été sauvagement molestés. Je peux dire que franchement, les droits de l'homme au Togo, c'est à revoir. Maintenant, Dieudonné, quand on parle des droits de l'homme au Togo, il y a quelque temps, il y a quand même un déficit. Mais depuis, je dirais, quelques mois, on parle de recul. Est-ce que vous le constatez aussi? C'est un recul qui saute aux yeux. C'est un recul qui saute aux yeux. Il faut être de bonne foi pour le reconnaître. Malheureusement, il y en a qui aiment à faire toujours le débat autour. C'est-à-dire que quand on dit recul, c'est qu'effectivement, entre une période jusqu'au seuil de la date 19 août, il y a eu un mieux ou sinon un léger mieux. Il faut avoir le courage de le dire et je ne suis pas sûr que M. Spiro Maoulé me démentirait. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs mécanismes qui ont permis d'évaluer le Togo entre-temps, les PU entre autres, etc., qui ont effectivement permis de constater que il y avait des efforts. Malheureusement, nous avons chuté. Il faut avouer, nous avons chuté eu égard à tout ce que les uns et les autres viennent d'aborder. Et j'espère que l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme va permettre aux uns et aux autres, et surtout qu'il existe un secrétariat d'État chargé de la question. Et je parie que ce secrétariat travaille de concert avec les organisations de défense des droits de l'homme et que ensemble, effectivement, les uns et les autres peuvent voir dans quelle mesure, effectivement, on peut revoir la copie sur ce plan. Mas Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? C'est bien, ça va, oui. Et vous? Oh, ça va. Quand on parle des droits de l'homme, vous êtes actuellement à Paris. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire lorsque vous quittez l'Afrique et vous vous retrouvez de l'autre côté? Non, c'est clair qu'il y a une différence nette. C'est clair que ce n'est pas comparable. Et je pense que, quoi qu'on dise sur la question des droits de l'homme, mes prédécesseurs, notamment Ildefonso Sepa, qui évoquait tout à l'heure le recul en question, moi je parlerais de reculade. Le Togo, avant ça, quand même, a fait beaucoup d'efforts par rapport aux autres pays de la sous-région, des efforts notamment sur des engagements pris à Bruxelles. Et il y a il y a encore même un an, on pouvait parler d'un pays qui essaie, mais là on est dans une situation extrêmement inquiétante de grande reculade. Et cette reculade, qui est une reculade sur toutes les lignes, donc des droits de se rassembler, des droits d'expression et de toutes sortes, s'accompagne aussi d'un durcissement de ton au niveau du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une volonté obstinée de détruire les acquis et d'avancer dans un état de non-droit de façon déterminée. Et quand on voit les divers ministres s'exprimer sur la situation, notamment les manifestations et les diverses violations de droits de l'homme, les personnes qui sont arrêtées ici et là, on a l'impression que c'est bien orchestré pour rester durablement dans le temps. Et c'est ça qui est inquiétant. S'il y a des violations de droits de l'homme de façon sporadique, on s'en inquiète, mais pas trop. Mais quand on a l'impression que c'est bien monté pour durer, pour rester très long, il y a des raisons de craindre que finalement l'essentiel des garanties fondamentales de droits de l'homme soit aboli dans les semaines, dans les mois à venir, et qu'on revienne dans un état second dans lequel le Togo et beaucoup de pays d'Afrique étaient il y a quelques décennies. Et c'est là où l'inquiétude, c'est que ça s'inscrit dans les temps. Et c'est ça qui est le plus inquiétant d'ailleurs. Voilà, vous restez en ligne tout au long de cette émission avec nous. Donc, tout à l'heure, on va vous revenir, Mas Kamel. Quand on parle aujourd'hui de la crise politique au Togo, tout le monde parle de dialogue. Et pour aller à ce dialogue, on parle bien sûr de préalable, d'autres parlent de mesures d'apaisement. Vous avez appris en début de cet après-midi que les deux imams de Sokoré et de Bafilo ont été libérés. Est-ce que ce pas-là est en train d'être franchi? C'est vrai que ces libérations sont arrivées à la suite de celle de Dr Sama, mais il reste encore d'autres en prison. Ildefonso
est-ce qu'on va vers cette décrispation dont on parle depuis quelque temps? Tout ce que j'ai noté la dernière fois, c'est que vous faites allusion tout à l'heure à la libération des 2 imams. Outre les imams, il y a d'autres citoyens togolais, militants de l'opposition qui ont été arrêtés, qui croupissent encore dans les geôles, dans les prisons, un peu partout, dans Lomé, à Tapamé, Kakara. Et donc, je ne sais pas le sort qui est réservé à ces manifestants, puisqu'ils manifestaient avant qu'on ne les arrête. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas concrètement le motif qui a été à la base de l'arrestation du 2e imam. Je ne le sais pas. Et je voudrais qu'on essaie de nous dire... Celui de Bafilo. Celui de Alpha Bafilo. Abdoulou Haïd. Voilà. Il faut qu'on sache tout cela, parce que tout à l'heure, nous avons fait allusion au respect des droits de l'homme. Il faut qu'on sache tout cela pour que, dorénavant, que chacun essaie de voir comment il doit réagir dans notre pays. Parce que si on est arrivé jusqu'à mettre la main sur les imams, en demandant, jusqu'aujourd'hui, la pièce à conviction dont a parlé le ministre de la Sécurité, parce que moi je suis journaliste, investigateur, et je dis, tant que le ministre dit à l'opinion publique que l'imam prêchait, et prêchait la fatwa, on devait mettre à la disposition de tout le monde l'élément sonore. On ne l'a pas vu jusqu'aujourd'hui. Et bizarrement, l'imam a fait au moins 4 mois en prison, sans qu'on sache réellement si le motif est réel. Il a été arrêté le 16 octobre, ça fait 2 mois. 2 mois, ok, 2 mois, justement. Oui. Alors, maintenant, par rapport à ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'on en dit? Il y a ça, il y a le fait que il est né un mouvement, ou bien il est né quelque chose que je ne comprends pas depuis un moment de la part des militaires togolais, où lorsque vous vous permettez ou bien vous vous donnez ce loisir de porter un tricot rouge pour aller à une manifestation, on vous demande d'enlever le tricot. Alors, moi j'ai eu une vidéo que j'ai passée sur la Gazette du Togo où j'étais éberlué de voir des jeunes qui étaient sur des motos qui passaient, qui venaient d'Agoué et qui rentraient vers la ville, qui ont été stoppés, qui ont été déshabillés par les militaires parce qu'ils portaient des tricots rouges. J'ai la vidéo que j'ai passée. Je disais pas possible. Après, quand je me suis rapproché de l'un d'eux, il m'a fait comprendre qu'on lui a dit qu'avec le tricot rouge, il ne passe pas. Alors le comble, c'est le samedi dernier. Vous avez vu ce qui s'est passé. On va y revenir. Dieudonné, du moins le gouvernement joue toujours à l'apaisement. Je suis de ceux qui apprécient les moindres gestes, même venant de quelqu'un. Et en ce sens, moi je trouve qu'il y a des efforts. D'ailleurs même, hier, au cours de la conférence de presse des ministres, de 4 ministres du gouvernement, le gouvernement promet de faire davantage. Si tant est le prix à payer pour aller au dialogue. Parce que nous nous retrouvons dans une situation où effectivement la coalition semble dire que oui, c'est le gouvernement qui ne veut pas le dialogue. Mais le gouvernement aussi semble dire que c'est la coalition qui ne veut pas le dialogue. On ne va pas continuer ce ping-pong alors qu'il y a une crise et tout le monde le reconnaît et c'est une crise d'ampleur. Alors, depuis plusieurs semaines au moins, il y a eu d'abord 42 détenus de libérés. Il y a eu des restrictions contre Jean-Pierre Fabre qui ont été déverrouillées. Il y a eu des choses. Et donc, aujourd'hui, au lendemain donc de la conférence de presse des membres du gouvernement, il y a cette libération. Mais est-ce qu'on peut dire que le gouvernement n'a pas la bonne foi? Est-ce qu'on peut le dire objectivement? Je ne suis pas sûr. Il y a quand même des efforts. Et il me semble que quand c'est comme ça, il faut nécessairement attendre aussi un minimum de la coalition. On la comprend, qui joue la carte de la pression pour amener le gouvernement justement à créer ou à libérer la voie pour le dialogue. Et on ne peut pas dire avec toutes ces mesures que
le gouvernement ne fait pas des efforts. Pour moi, ce sont des efforts louables. Spero Mole, je sais que vous êtes un homme heureux quand vous apprenez qu'il y a des libérations de ce genre. Oui, mais sauf que malheureusement et contrairement à ce que dit mon ami, je ne pense pas qu'il faut mettre ça dans l'actif d'un bon geste. Je l'explique. Je l'explique en ce sens que si c'est des gens qui ont été reconnus réellement coupables et qui ont été jugés avec la défense qu'il faut avant qu'on ne les mette en prison et qu'on sait qu'ils sont coupables et qu'on les relaxe maintenant, je comprendrais que c'est un geste de bonne foi du gouvernement. Mais si on prend dans ce lot-là toute cette populace qui n'avait rien fait concrètement et que leur seul tort c'est d'avoir manifesté, et peut-être même il y en a qui n'ont pas manifesté, qui ont été arrêtés et qu'on les relaxe, je ne vois pas véritablement un mouvement de bonne foi du gouvernement là-bas. Cependant, il faut reconnaître que dans nos pays où le gouvernement a le droit de vie et de mort, malheureusement, sur les citoyens, ils peuvent garder ces gens-là en prison et on ne dira rien. Et donc c'est en cela que c'est peut-être positif de dire qu'ils ont libéré, mais ils ont libéré des gens qui devaient être libres. Et donc c'est ça que moi je trouve à dire là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore un bon nombre qui demeurent toujours en prison. Et il y en a qui ont fait l'objet de procès sommaires sans défense réelle. Il y en a qui ont été jugés avec une défense qui n'était pas réellement ce qu'il faut et ils demeurent en prison. Donc c'est sur ces cas-là que le gouvernement doit jouer. Et enfin, ma dernière constatation, c'est que je pense que là où nous sommes, on ne devrait pas parler, on ne devrait pas ranger la libération dans les préalables. Si on les met dans les préalables, c'est que les gens sont dûment coupables et on veut les relaxer. Et donc c'est juste ça que je tenais à dire. Le lendemain, ils sont libérés. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ça? Mas, malheureusement, n'est pas... Il y a quelques soucis avec nous. Ildefonse, on revient vers vous. Est-ce que vous comprenez le discours de Djibril Barantama hier qui disait qu'on ne peut pas libérer ces gens sans les avoir jugés? Et le lendemain, 24 heures après, on les libère. Vous voulez que je vous parle de la cacophonie au sommet de l'État togolais? Moi, je parle de cacophonie parce que il y a quelques mois, sur une question électorale, j'ai écouté 3 ministres d'un même gouvernement qui ont donné 3 avis différents. Donc je ne suis pas surpris des déclarations de M. Bawara. Je ne suis pas du tout surpris. Mais, comme l'a dit tout à l'heure M. Spero Maoulé, je crois que si les gens avaient commis un acte aussi qui leur permettait d'être là où ils sont aujourd'hui, s'ils étaient vraiment coupables de l'acte qu'on leur reproche, je pourrais moi aussi dire comme Dieu donnait que le gouvernement a fait un pas. Mais le docteur Sam avait été condamné avant d'être relaxé. Quelqu'un qui va sur un point de départ d'une manifestation, qui va calmer les gens et qu'on l'arrête. On ne l'a pas pris en flagrant délit. On le libère et on crie sur tous les toits qu'on l'a libéré. Moi, je ne comprends pas. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas rapport à un propos de Dieudonné qui a trait à Jean-Pierre Farba. Je ne sais pas si aujourd'hui le gouvernement est conséquent envers lui-même. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi. Lorsque cette affaire d'incendie des marchés a commencé, on a pointé le doigt accusateur sur Mohamed Loum. Après, c'est sur les premiers responsables du CST. Et quand on voulait les envoyer devant les assises, il y avait au moins 2 colosses qui ont été retenus. Il y avait Jean-Pierre Fabre et puis Maître Zeus Ajavon qui ont été retenus, en plus de ceux qui sont aujourd'hui maintenus en détention. Et moi, j'ai lu le document. On disait que tout le coup était préparé au siège de l'ANC et que le leader de l'ANC était d'ailleurs le cerveau. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on lève ce que vous avez dit tout à l'heure, les restrictions, alors que la poursuite judiciaire, elle est maintenue. Et on garde en prison
des innocents. Et puis, il y en a qui sont, il y a un qui est déjà mort en plus. D'ailleurs, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais sur la question hier, le ministre de la Justice, puis Cheikh Bétomé, a dit que bientôt ils seront jugés. En tout cas, je n'ai plus de mots. J'ai donné. Non, le dossier même des incendies des marchés est un dossier incernable, insaisissable. Ça, il faut l'avouer. Mais sauf qu'il y avait ces poursuites. Bon, maintenant, vous savez, en toute chose, il y a les discours politiques et il y a les discours qu'on peut appeler des discours techniques ou des discours pragmatiques. Bon, maintenant, quand l'homme politique va sur le terrain politique et dit « Ok, mais il y avait des poursuites contre vous ». Le dossier, quoique incernable, insaisissable aux yeux de tout le monde, mais c'est-à-dire l'une des plus grandes gaffes même dans cette affaire, mais c'était le fait de raser carrément même le corps du délit que constituait le délit. La bâtisse incendiée. Et donc, en fait, le dossier même des incendies des marchés est un dossier particulier et que personne n'a jamais réussi à comprendre. Bon, il n'y a que le gouvernement, dans son secret, qui peut expliquer au fond ce qu'il y a derrière. Bon, il y a une crise, bon, qu'on le veuille ou non, mais ces poursuites existaient, qu'on le veuille ou non. Maintenant, le gouvernement dit, ok, au titre de mesures d'apaisement, allez, je joue cette carte. Il faut, n'importe comment, c'est quand même un pas. Maintenant, pour revenir un peu sur les propos, enfin, où on dit que oui, ceux qui viennent d'être libérés, ou ceux qui étaient libérés, d'ailleurs, entre-temps les 42, ne méritaient même pas. Mais est-il que ça fait partie des préalables que la coalition pose sur la table? Ça fait partie des préalables. On peut oui estimer effectivement que ces gens ne méritaient pas d'être là-bas. Ont été brimés dans leurs droits, etc. Mais est-il qu'il y a un problème? Et ça fait partie d'ailleurs même des préalables que la coalition pose. Et quand le gouvernement fait quand même des pas sur ce plan, je pense qu'il faut, parce que ça fait partie des problèmes au fond. Ça fait partie des problèmes. Maintenant, quand les spécialistes des droits humains ont beau, etc., oui, c'est vrai, c'est leur domaine. Mais ça fait partie des problèmes et la coalition elle-même pose justement ces problèmes sur la table comme préalable. Oui, je voudrais relever que nous luttons contre l'impunité. Et c'est vraiment dans une situation de mal à l'aise. Vous voyez, par exemple, il y a eu le problème avec l'ancien ministre Bojona, qui a été arrêté. Et puis, par quelle gymnastique on ne sait, juridique on ne sait, il a été relaxé. Mais est-ce que finalement, il est reconnu blanc ou il est reconnu coupable? Personne ne le sait. Le problème d'incendie n'a jamais été réglé. On le sait et on lève les restrictions. Vous prenez par exemple l'affaire de Mango, où des gens ont été tués. On n'a aucune suite des enquêtes, l'affaire est close. Voilà, ça fait suffisamment d'affaires qui nous posent problème. Tout ce que nous espérons en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est que arrangeons-nous pour que si la personne n'est pas fautive, vous ne mettez pas la personne en prison. Voilà quelqu'un que vous avez mis en prison sans l'avoir jugé, sans réelle preuve, et la personne est décédée en prison. Aujourd'hui, la famille a beau jeu de faire une action en justice contre l'État togolais. Parce que finalement, on ne sait pas si la famille a Kanou. Parce que finalement, on ne sait pas si vraiment le gars est fautif, mais il est déjà mort en prison. Et c'est des situations qui ne font pas montre que nous avançons sur le plan des droits humains. Et c'est pour ça que moi je disais que si on relâche ceux qui ne devraient pas être en prison, d'abord, l'opposition n'avait pas besoin de poser ça comme préalable. Parce que ça va plus de mesures d'apaisement. Oui, ça va dans le bon sens. On ne peut pas garder en prison celui qui n'est pas fautif. Et donc maintenant, si vous ramez dans le sens du courant, vous n'avez pas de mérite d'avancer. C'est quand vous ramez à contre-courant qu'il y a le mérite. Donc c'est bon, c'est vrai, on a reconnu que le gouvernement a relâché des gens, c'est déjà bien, mais c'est des gens qui ne devraient pas être là où on les avait placés. C'est en cela que nous disons, il n'y a pas de couloir dans ce cas-là. Et on ne peut pas dire qu'on a fait des mesures d'apaisement, puisque ça n'était pas. Ce n'est que rendre justice. Et partiellement,
Parce que si ça doit être vraiment rendre justice, les gens qui ont été arrêtés sans aucune faute, ils doivent normalement poursuivre maintenant l'État togolais. Voilà. On va retrouver Mas de l'autre côté. Mas, vous suivez ce qui se passe avec, bien sûr, la libération des deux imams aujourd'hui. La décrispation est en cours. Est-ce que vous pensez sincèrement que le dialogue peut s'ouvrir dans les jours à venir? Non, d'abord, je pense d'abord que la libération des imams et de toutes les autres efforts impliqués font partie des exigences de l'opposition. À bien discuter avec Alpha Condé, qui est sur les préalables au dialogue et auquel n'ont pas participé les docteurs François Pierre indirectement, et d'ailleurs Macron a reçu Condé après, un soutien à cette négociation qui avait le lever du piège à Batido et à Sokolé qui est en cours. Il y a la libération sans condition aussi bien des imams et toutes les personnes arrêtées. Il y a les manifestations, mais aussi les personnes arrêtées dans cette histoire qui a demandé qui date de plusieurs années et qui est un étude dont on n'a pas encore partant. En libérant les imams, le gouvernement par contre disparaît un pas du moins important. Mais ce n'est pas assez suffisant pour faire des dialogues. Comment voulez-vous qu'on discute pendant que les militants sont en prison pour avoir marché seulement avec le droit de marcher et une garantie du droit au mouvement, qui est difficile et qui ne peut pas être, qui est intouchable a priori. Du coup, je pense que le gouvernement va faire des concessions au pas à pas. Moi, je pense que tout le monde est intéressé au dialogue politique. J'ai pas entendu que l'opposition, et donc on n'a pas le choix, je pense qu'il manque de dialogue. Il a fait un premier pas totalement insignifiant. Il doit absolument libérer dans les jours à venir toutes les personnes arrêtées dans les manifestations et aussi mettre dehors les personnes qui sont arrêtées dans cette décision. Je pense que en ce moment, il faut discuter sur le dialogue, peut être sérieusement envisagé, mais je pense qu'il faut soutenir l'opposition que le pouvoir, ils vont faire le dialogue et ils vont se mettre la pression, mais au final, on va finir par discuter de manière plus. Mais hier, en conférence de presse, le ministre Gilbert Bara disait qu'en réalité, l'opposition ne devait pas parler de préalable avant d'aller à un dialogue, parce que quand on parle de préalable, ça doit être à tous les niveaux. Oui, non, mais il n'y a pas de préalable. Le pouvoir, il ne peut pas éventuellement de préalable. Finalement, nous, on va discuter de la logique et de la pertinence des préalables. Mais vous ne pouvez quand même pas, pendant des manifestations, il y a aujourd'hui arrêter les manifestants, l'opposition qui soit en prison et parler du dialogue pendant qu'ils sont en prison. C'est des questions importantes. Et en disant le minimum, maintenant, reconnaître ça. Donc, il y a jamais de dialogue dans le monde du pas préalable. Forcément, des préalables en Colombie, en Burundi, partout dans le monde, il y a des préalables au dialogue. Donc, ce que le ministre Barra dit, c'est totalement n'importe quoi. Il a l'habitude, moi, je pense qu'il faut absolument que des préalables. Ça, de faire les policiers, ou de faire les 14 parties, c'est des préalables qui, du moins, minimalistes. C'est pas trop demandé. Si personne ne passe, il n'y a pas une état de bon, il y a tout, je pense que c'est là un gain pour le parti au pouvoir. Du coup, il faut absolument tenir compte des autres étudiants qui me semblent assez pertinents et qui sont à la lumière des types raisons assez pertinents. Alors, on retient également avec les émissaires du gouvernement hier que la question du dialogue n'exclut pas la préparation du référendum en cours. Est-ce que vous comprenez cette situation-là? C'est compréhensible. La question de l'histoire, si je comprends, je ne peux pas le comprendre. Je pense que personne ne comprendrait que le référendum, la contestation de la colère, la rage même du questionnement, des manifestations, ou encore un dialogue du nous, on a construit le référendum. Vous voyez, ils font par contre ça pour ou mettre en caractère pour rassurer les gens, parce que si on doit parler du référendum, des conditions de son déroulement, des aspects du référendum, du contenu de l'aspect de la qui éventuellement il doit avoir de la Constitution, il doit ramener celle de 92, dans quelles conditions la ramener, quelle amélioration, quel amendement, ça doit faire partie du temps. Et si déjà avant ça, on peut entamer un référendum, le ministre de la Situation aussi a annoncé une période au cours de laquelle il faut y avoir des référendum. C'est une manière de jeu. C'est ça qui est le plus dangereux. Parce que le Togo, il faut nous faire le dialogue forcément, ça force un dialogue. Ça fait une vérité de dialogue qui ont tous les choses d'une manière ou d'une autre. Et c'est à cause du jeu similaire à ce qui est en train de faire que absolument, quand la protection du référendum, c'est le minimum raisonnable. Et à l'autre dialogue. Et après le dialogue, éventuellement, ou pendant le dialogue, on fixe les conditions du référendum et on fixe une date. En lui, il y a absolument qui vient le parti au pouvoir, c'est les partis d'opposition. On commence à aller dans la réalité, dans le sérieux, à ce référendum, sinon, tout le monde va aller pour le côté de quoi, personne ne va le prendre au mieux, ça va paraître unilatéral, maintenant, effectivement, du temps de parti au pouvoir de la majorité du parti.
Espérons, est-ce que vous comprenez la position, encore une fois, du gouvernement, notamment de la deuxième territoriale, qui parle encore de référendum au moment où les deux camps s'activent pour aller à un dialogue? Oui, moi je comprends, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui dans ce sens-là, que ça fait longtemps que moi j'ai dit que faire un référendum en l'état actuel serait d'abord suicidaire pour l'économie togolaise et puis ce serait un non-sens. Bon, maintenant, je comprends. Pourquoi je dis je comprends? Tout simplement parce que je crois que le référendum a été présenté par le gouvernement togolais comme étant le chemin qu'ils se sont tracés pour arriver à régler la crise. Et donc c'était normalement à contre-cœur que les gens voulaient faire le dialogue au départ. Et donc aujourd'hui je comprends que autant l'opposition continue pas à dire nous allons maintenir la pression en continuant les manifestations jusqu'à ce qu'on aille au dialogue. Et je crois que quelqu'un même a osé dire, même pendant le dialogue, nous on continuera pas à manifester. C'est Jean-Pierre Fabre qui l'a dit. Et je crois que c'est la même chose que le monsieur Boukessi veut faire en mettant la pression, en disant que de toute façon, si vous ne faites pas bien, nous aussi, on va faire le référendum. Mais je crois que c'est un petit jeu qui ne mérite pas la place d'être. Aujourd'hui, chacun doit tourner autrement son langage, aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir. C'est pour ça que moi, je suis un peu peiné quand les politiciens pensent que il faut toujours jouer à de la duplicité, à de la traîtrise, à de la malhonnêteté pour que les choses avancent. Il faut être de bonne foi. Il faut arriver à placer au centre de toutes les interventions, au centre de tout ce que vous faites, l'intérêt supérieur du peuple togolais. Et cet intérêt-là ne demande pas que les gens continuent pas à parler de mettre la pression. Il faudrait simplement que de très bon cœur, de très bonne foi, les gens aillent. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent toujours que quand on fait de la politique, on est obligé de mentir, on est obligé de faire ce qui est malhonnête pour avancer. C'est vraiment dommage pour l'éthique, pour ce que nous apprenons à nos enfants. Je pense qu'il faut changer de stratégie. Bien donné, le HCRON pendant ce temps-là continue de travailler, à lancer la phase des indemnisations. Ça va commencer avec certaines victimes. On parle de 137 à partir de mardi prochain. C'est du moins une partie de l'histoire du Togo qu'il faut solder aussi. Oui, sauf que le dossier HCON aussi est un dossier même à part, comme et très compliqué parce que alors, vous avez une institution d'une certaine importance dans la hiérarchie même des choses, et puis une institution qui a reçu une mission officiellement d'aller rencontrer les Togolais dans les coins les plus reculés, et puis l'institution n'était pas au terme de sa mission quand elle a été curieusement rappelée pour mettre un terme, présenter un rapport. Là, vous parlez de la commission de réflexion sur les réformes. Oui, c'est totalement différent du HCRON. Sauf que c'est pratiquement la même personne qui les anime d'une manière ou d'une autre. Effectivement. Oui. Oui. Alors, ça va, il y en a qui vous mélangent un peu, oui, c'est tout. C'est le cumul de fonctions. Et donc, le HCON a fait un travail de sensibilisation dans un premier temps, et puis un travail de purification qui a suscité risée et tout ce que vous voulez. Et donc la phase la plus importante, la plus attendue, et donc c'est la phase des indemnisations qui démarre le mardi prochain. Bon, moi, le volet qui m'intéresse particulièrement, donc le volet prise en compte effectivement, c'est le volet prise en charge psychologique des 137 personnes en question. Il est question de les faire convoyer à Lomé, de les prendre en charge effectivement, parce que au nombre de victimes recensées, les 137 en question sont effectivement des personnes sérieusement touchées qui présentent toujours des séquelles, de graves séquelles, des violences de 2005. Étant donné que c'est des violences, en tout cas les plus récentes et les plus vivaces encore dans les mémoires. Et donc il est question effectivement de s'occuper sur le plan psychologique avant tout, parce que l'argent, effectivement, certes, le nerf de la guerre, mais ne règle pas tous les problèmes. Et donc, il est question de suivre de façon psychologique ces individus. Moi, c'est l'aspect qui m'intéresse bien dans le sujet. Il dépend, c'est quand même bien que le gouvernement ait pensé à ce monde-là, malgré la crise.
qui est là aujourd'hui? Moi, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est celle-ci. À quand la deuxième CVJR? Parce que le sang continue toujours pas à couler. On indemnise, on recommence le crime et on fait pire. Au même moment où on commence par indemniser, on fait couler encore le sang. Voilà pourquoi je pose la question. C'est à quand la deuxième CVJR? Parce qu'il y a des compatriotes qui ont encore perdu la vie. Mais ce que je voulais faire remarquer par rapport à ce travail confié à l'HCON, c'est ce qui est à l'origine même de nos violences. Ces violences-là proviennent d'où? Lorsqu'on aura trouvé la réponse et on aura à apporter les réponses adéquates à ces gens de problèmes que nous traversons, Dieu donné n'aura plus la difficulté de mélanger les choses d'abord, et parce qu'il confond le travail qui a été fait par Awanana par rapport à sa tournée et à la mission qu'on lui a confiée par rapport à l'indemnisation même des victimes. Et donc, moi, à mon avis, pour ne pas recommencer les mêmes choses, c'est-à-dire, on essaie de faire quoi? On tue les Togolais, on moleste les Togolais, on sait qu'à une période donnée, on va créer une commission, on va demander à la commission de jouer comme elle veut, histoire... Est-ce qu'on ne fait pas vraiment des analyses trop simplistes sur le cas-là? Je dis, le schéma est ceci. Au même moment où on est en train d'indemniser, on recommence le même crime. Et pire. Et voilà pourquoi je vous pose la question, c'est à quand la deuxième CVJR? Parce que depuis le 19 août dernier jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qu'on doit normalement arrêter de faire si vraiment on veut parler d'apaisement et on veut aller à un dialogue sincère. Vous imaginez que dans certaines localités, malgré que les responsables politiques exhibent des papiers, des formalités de manifestation, les militaires arrivent et disent, nous vous disons, vous n'allez pas manifester. Vous imaginez que dans ce pays où on parle d'apaisement, lorsque les gens retournent des manifestations, on dit, si vous portez... Non, je reprends ce que l'officier a dit. Nous avons reçu l'ordre de filtrer les gens. Nous sommes dans un même pays. Et quand ceux qui veulent rentrer chez eux disent, voilà le chemin à prendre, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne gaze pas, on tire à balles réelles peut-être, à balles blanches, peut-être à balles réelles des fois, parce que le petit Jojo de Berkouta, c'est à balles réelles. On moleste les gens. C'est à quand la deuxième CVJR? On espère que ça ne va plus revenir. Espero, la CVJ a fini son travail, elle a confié au HCON. Aujourd'hui, la phase d'indemnisation a démarré dans une nouvelle crise. Est-ce que le gouvernement tire véritablement les leçons de ce qui se passe dans le pays? Moi, je suis étonné quand tu disais tout à l'heure que ça ne va plus revenir. Si ça ne va plus revenir, il y a problème. Parce que la CVJR, en rendant son document, dit que le travail n'est pas fini et que ça doit se poursuivre. Et ça doit se poursuivre normalement avec le HCRUN. Je suis content que le HCRUN ait choisi de soigner les gens, autant sur le plan psychologique que sur le plan physique, simple, notamment les blessures, les balles qui sont restées dans les corps. Mais je voudrais relever simplement une phrase que le Premier ministre a eu à faire lors de cette histoire du barrage des indemnisations, où il a placé le contexte dans le contexte de la justice traditionnelle. Et il a même utilisé l'expression consacrée qui est la garantie de non-répétition. Est-ce qu'on a fait cette garantie de non-répétition-là? Parce qu'on n'a même pas encore fini de commencer par payer les gens. On n'a même pas encore commencé par payer les gens. Mais la répétition est déjà là. Et si la répétition est déjà là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai l'impression qu'on fait du surplace, ou pire encore, on s'amuse. Parce que, voyez-vous,
il y avait normalement à choisir entre la justice simple qui devait faire condamner les auteurs des violations des droits humains. Et il y avait à placer ça dans le contexte de la justice traditionnelle qui donne une certaine possibilité, mais qui n'exclut pas la justice pénale et qui n'exclut pas non plus les indemnisations. Nous avons opté pour ça, pour la justice traditionnelle, en nous donnant comme quatrième pilier une garantie de non-répétition. Et voilà que nous sommes en 2017, on voit des gens, on voit des maisons qui sont cassées, on voit exactement les mêmes choses qu'en 2005 et même avant. Et donc, même si c'est vrai que c'est une bonne chose que le HCRUN a commencé par indemniser, bon, et là encore, c'est 137 personnes sur une masse de 22 000 personnes. Si on a commencé quand même pas, il faut toujours commencer par quelque part, c'est vrai. Mais si sur les 137, il faut qu'on rallonge la liste encore avec des violations des droits humains, parce que des manifestations sont encore programmées probablement pour la semaine prochaine. Oui, 13, 14 et 16. Voilà, si on doit craindre encore que cette liste-là se rallonge, je rejoindrai Ildefonse qui dit qu'il y aurait encore une CVJ, parce que ça voudrait dire que la liste des personnes à indemniser va continuer par s'allonger. Et pourtant, les violations des droits humains viennent d'où? De nos propres concitoyens. Donc, il suffit que chacun prenne un peu conscience pour dire, celui qui fait la manifestation, celui contre qui on manifeste, tout ce beau monde-là, c'est des Togolais. Essayons de raisonner correctement. Et je pense que c'est un problème d'intérêt national. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de primauté de droit. Mettons chacun dans son droit. Et je pense que nous aurons progressé. Et si par exemple, on peut rassurer tous les Togolais que cette violation-là ne viendrait plus, je connais même des Togolais qui diront je ne veux pas une réparation financière. Je suis satisfait moi-même. Je n'ai même plus besoin d'un soin psychologique. Je sais maintenant que je peux vivre en paix. Mais les gens ont encore peur d'être battus. Ceux qui ont déjà des balles dans le corps ont encore peur d'avoir d'autres balles dans le corps. Donc je ne vois pas quel médecin, par quel miracle ils arriveraient à corriger ces problèmes-là si la garantie de non-répétition n'est pas assurée. Est-ce que le HCRUN a tort de commencer par indemniser? Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est déjà une bonne chose qu'on commence avec un nombre, même si ce nombre-là est très très en deçà du nombre avec lequel on était. Sur les gens de 2005, il y avait, je crois, 7000 personnes. Et si c'est sur les 7000, on commence avec 130 et quelques, parce que l'enveloppe, elle n'est pas consistante. Elle n'est que de 2 milliards. Même si c'est vrai que 2 milliards, c'est beaucoup. Mais sur les 38. Ben oui. Donc ça veut dire que c'est une goutte d'eau dans la mer. Et c'est ce que je dis. Si on corrige, si vraiment on trouve une solution pour la gestion consensuelle et inclusive de ce pays-là, avec une bonne gouvernance, avec le respect et la primauté du droit, les gens, je suis sûr que les gens vont... Parce que le Togo n'est pas compliqué. Les gens vont dire, laissez les histoires de réparation financière là. Maintenant, je me sens à l'aise parce que nous pouvons vivre ensemble. Voilà, on va terminer avec le dernier sujet, des produits périmés sur le marché togolais. Le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, a lancé une alerte en début de semaine à propos de la circulation sur les marchés d'une catégorie de lait pour enfants contaminés à la salmonelle et impropre à la consommation. On annonce également d'autres produits qui vont être libérés, qui sont là et qui vont être déversés sur les marchés pour cette fin d'année. Et des fausses, est-ce que cela vous inquiète? Oui, mais tout à fait. Parce que la période qui s'y annonce, vous savez que c'est la période de fête et tout le monde va vouloir fêter. Et s'il faut mettre sur la place publique des produits périmés, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Je vous fais raconter cette histoire-là. Il y a un camarade qui est allé se faire soigner du diabète. Et il nous disait que sur la douzaine de patients qu'ils étaient, parce qu'il y avait dans le lot des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient diabétiques. Alors au moins 10 qui ont été consultés révélaient qu'ils sont devenus diabétiques. Alors on a conclu, c'est l'alimentation. Mais si l'alimentation pose déjà problème, il faut encore ajouter des produits périmés.
là, on est en danger. Alors, il faudrait que les autorités prennent la mesure de la chose. Je crois que j'ai lu hier ou aujourd'hui un communiqué de la Ligue togolaise des consommateurs qui se référait à un communiqué du ministre du Commerce, je crois, et qui demandait d'ailleurs au ministre de faire diligence pour que ces produits, je crois il y a 3 produits qui ont été cités, soient enlevés du lot. Est-ce que vous voyez que le gouvernement en fait assez pour préserver la santé publique? D'abord, quand vous analysez le communiqué même du ministre, il y a des passages qui me laissent perplexe, personnellement. Le ministre dit clairement que c'est suite à une alerte internationale. C'est suite à une alerte internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça suppose que tous les produits qui entrent sur le marché au Togo, on fait confiance à tous ces produits béatement, sans se poser des questions, ou sans les passer par les tamis des laboratoires, etc. C'est la question. Quand le ministre dit, non, l'action est très bonne, l'alerte, oui, mais sauf que ce sont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui posent un peu le problème même de la traçabilité des produits qui rentrent sur le marché. C'est-à-dire que nous avons une direction du commerce intérieur. C'est supposé que quand un produit rentre sur le territoire, si on est organisé, c'est que on peut à peu près savoir où trouver ces produits, dans quel commerce, etc. C'est pas garanti parce qu'il y a quelques mois, vous savez, une dame qui s'amusait justement à effacer des dates de péremption sur des produits qui mettaient de nouvelles dates, etc. Ça, c'est au Togo. Ça, ce ne sont pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui. Et Dieu seul sait justement combien de produits comme ça échappent à la vigilance. Et quand on me dit aujourd'hui dans un communiqué que c'est suite à une alerte internationale, mais qu'est-ce que ça suppose? Mais là, il faut se mettre au travail. Et justement, analyser presque tous les produits. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, le communiqué dit que ces produits viennent d'Europe, pas de la Chine. Heureusement, pour une fois, pas de la Chine cette fois-ci. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance. Et les commerçants ne sont pas des enfants de cœur. On ne peut pas leur demander de retirer tout simplement ces produits sur le marché. Ils ont mis tout dans leur sac. Mais ils peuvent détourner les choses. Et on peut changer des emballages aujourd'hui facilement. Le cas de la dame dont je parlais tout à l'heure. Il faut faire extrêmement attention. Mais il faut s'organiser. Et aller, même s'il le faut de force, justement, traquer ces produits sur le marché. Et sinon, on ne peut pas demander aux gens qui veulent à tout prix faire des chiffres d'affaires de brûler des produits qu'ils ont pris à coût de beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Curieusement, par rapport à ce que j'ai donné, qui est d'ailleurs très fondé et vérifié, moi j'avais curieusement fait le tour dans 2, 3, 4 pharmacies, hier, aujourd'hui, à la recherche de picotes, c'est ça. Et puis j'apprends à travers ces pharmaciens qu'ils n'ont jamais été informés que ces produits sont impropres. Que le communiqué, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont fait ça, ils n'ont jamais été saisis. Oui, je pense que il faut s'alarmer. Il faut s'alarmer, nous ne sommes pas du tout protégés. Et parfois, c'est tout à fait normal. Lorsque une bonne partie de l'administration, qui doit faire un travail purement technique, ne pense qu'à faire rien que de la politique, ça veut dire que les gens se détournent de leur activité essentielle et donc nous ne sommes pas du tout protégés. En France, il y a eu un abattoir qui tue les animaux sans les anesthésier. Ça, on l'a su, on est allé arrêter. Parce que pour eux, ils pensent que c'est maltraiter les animaux. Vous voyez le degré de protection de la population dans ces pays-là. Ici, on est laissé à nous-mêmes. J'ai lu, je crois, hier, aujourd'hui, qu'une usine de fabrication de Coca-Cola ou de Sprite a été démantelée. Ben ça, bravo. Quand on apprend qu'on a arrêté des produits contrefaits, bravo, nous sommes tous satisfaits. Mais on peut faire mieux. Et pour faire mieux, qu'on mette les bonnes personnes aux bonnes places et que le travail avance naturellement. Que les gens cessent de quitter l'administration pour aller faire de la politique alors qu'il y a un travail technique à faire sur le terrain. C'est la politique qui les a mis là-bas.
C'est ça le prix, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Non, je pense que c'est vraiment opportun de penser. Je crois que les médias aussi doivent faire ce travail-là de sensibilisation. Chacun doit prendre sur lui de concourir au bien-être national. Et cela passe évidemment par... Si moi aussi, je découvre par expérience qu'un produit qu'on est en train de vendre est un produit qui n'est pas bon, je ne vais pas me taire là-dessus. Je crois que la Ligue des consommateurs a encore un travail, beaucoup de choses à faire pour nous protéger tous. La période de fête, comme le disait Ildefonse, c'est une période où tout le monde profite pour mettre sur le marché les produits les plus avariés possibles. Parce qu'on ne regarde plus de trop près ces choses-là et tout le monde achète. Et nous, c'est l'occasion de demander au gouvernement de ne pas mettre tous les ministres dans le règlement du problème de dialogue, que certains soient reversés sur le travail technique pour que nous puissions avancer. C'est le plus important. On va terminer cette émission à chacun 30 secondes pour conclure. On va commencer par Ildefonse. Pour terminer, vous avez un mot certainement. Non, tout ce que moi je souhaite pour notre pays, le Togo, c'est qu'on se comprenne et que tout se mette en place pour que le Togo redevienne un État normal. C'est Dieu donné. J'ai l'impression que nous traînons le pas sur la question du dialogue. Si nous perdons du temps, si nous perdons autant du temps pour le préalable, qu'en serait-il du dialogue lui-même? Je me pose la question. Il faut parer au plus pressé, comme on dit. Il n'est pas question de courir, d'accord, il faut bien préparer les choses, mais là, je pense que nous traînons trop de pas. Beaucoup de sources ont malheureusement annoncé que le dialogue allait venir en début décembre. Là, on est en train de brûler la première moitié du mois de décembre. On n'a rien vu venir. Espérons que ce dialogue puisse venir le plus tôt. Espérons pour terminer. Oui, je pense que je vais être à la suite de Dieu donné pour prier aussi bien l'opposition que le pouvoir d'être humble, que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour qu'il puisse s'asseoir, discuter et trouver un terrain d'entente, que chacun soit honnête pour la population, dans l'intérêt de la population et avec cette population qui ne fait que survivre depuis longtemps, qui ne vit pas, qui survit. Nous avons besoin de vivre nous aussi. Ça fait toujours plaisir de voir que les pays disent nous avançons. Nous aussi on a envie de dire nous avançons. Merci beaucoup Spero Maolé, président du CACIF, collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, Dieudonné Korolakina, directeur de la publication de Togo Matin, Ildefonse Akbaki, directeur de la Gazette du Togo, et puis Mas Savi Carmel, journaliste d'investigation, responsable Afrique de OMDG. Entre-temps, il nous a abandonné par rapport au problème technique. Bien sûr, le spécialiste est terminé avec la mise en ordre. Romaric Fetas, moi je vous retrouve lundi à partir de 16h. Bon week-end chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.